definitely in store for that dose of severe weather that we're expecting starting on Wednesday, and that includes straight-line winds, large hail, and possibly even tornadoes. L'Oklahoma, au cœur de l'Amérique. L'un des États les plus touchés par la dépendance aux opioïdes. L'Oklahoma, qui va peut-être faire changer le cours de l'histoire. Pour la première fois aux États-Unis, un État veut poursuivre un médecin pour homicide par surprescription de médicaments. Voici l'accusé, le Dr Reagan Nichols. Médecin de famille depuis 22 ans, elle est aujourd'hui soupçonnée d'être une meurtrière sur ordonnance. Le juge doit déterminer si les éléments sont suffisants pour l'ouverture d'un procès. Dans la salle, les plaignants. Ils ont perdu un enfant, un frère, une amie, morts par overdose d'opioïdes. Le docteur Nichols était leur médecin. C'est elle qui prescrivait les médicaments. Je m'appelle Irvin Box, je suis avocat de la défense à Oklahoma City, spécialisé dans les affaires pénales. Auparavant, j'étais policier, procureur et même juge. J'ai vécu ici toute ma vie. Je suis né et j'ai grandi en Oklahoma. Nous sommes au cœur de la production de pétrole. Tout autour, c'est la campagne et les cow-boys. Les gens ici travaillent dur. Et jusqu'à présent, c'était une ville assez paisible. Irvin Box connaît ses routes par cœur, ses habitants par leur prénom. Toute sa carrière, il a défendu cette communauté, mais aujourd'hui, ceux qui l'appellent à l'aide ne sont plus les mêmes. Avant, mes clients venaient des bas quartiers. Désormais, j'en ai de tous les horizons. J'ai des avocats, des fils de médecins qui sont dépendants aux opioïdes. Cela touche toutes les couches de la société, qu'il s'agisse de revenus modestes ou de gens fortunés. Tous sont touchés par la consommation d'opioïdes. L'avocat représente plusieurs familles de la ville. Toutes ont perdu un proche, mort par arrêt cardiaque suite à une surdose d'antidouleurs. Des pilules prescrites par le docteur Nichols. Pour le justicier d'Oklahoma City, jamais une affaire n'avait pris une telle ampleur. Une nouvelle victime veut porter plainte. Entrez, ravi de vous rencontrer. Asseyez-vous. Annette Marshall élève seule ses 2 enfants depuis la mort de son mari, d'une overdose d'antidouleurs. D'après mes calculs, elle lui prescrivait en moyenne 99 pilules par jour. Il est décédé le 2 mai, c'est ça? Oui, en mai 2012, c'est ça. En mai 2012, oui. Il était pompier professionnel, elle travaille dans l'éducation. Une famille sans histoire. Une opération du dos et tout bascule. En quelques mois, son époux devient dépendant aux antidouleurs prescrits par le docteur Nichols. Une fois qu'il a été opéré du dos, tout a changé. Par la suite, il a reçu d'autres traitements, puis il a eu d'autres blessures causées par son travail assez physique. Et je pense que ça a fait boule de neige, il en prenait toujours plus. Il avait mal en permanence, mais au lieu de traiter la cause de ses douleurs, elle le gavait de pilules encore et encore. Elle est devenue son dealer, et le fournissait même plus qu'un dealer de rue. Et cela, soi-disant, au nom de la médecine. Selon elle, le docteur Nichols enchaînait les consultations express, pas d'examen, juste un échange de billets contre une ordonnance. Son mari se serait vu prescrire 100 pilules par jour, 3000 par mois. Un médecin est censé être une personne de confiance. Il a reçu une formation. Et son travail, c'est de vous soigner de façon saine, pas de vous faire du mal ou de vous nuire. Cela arrive aujourd'hui à tout le monde. À votre voisin, au pompier d'Oklahoma City, à l'agent de police, au maître d'école. Ce n'est pas une maladie, c'est une addiction qui n'épargne personne. Comment ces opioïdes ont-ils pu inonder l'Amérique ?
La douleur est devenue un marché et ne plus souffrir, même faiblement, une évidence. Dans ces pharmacies aux allures de fast-food, on se sert soi-même en painkiller, littéralement des tueurs de douleur. Qu'elles soient physiques ou psychologiques, il en existe pour à peu près tout. Imagine facing the day with less chronic osteoarthritis pain. Imagine living your life with less chronic low back pain. Imagine you with less pain that can help. Parmi les antidouleurs donnés sur ordonnance, il y a les opioïdes prescrits pour des maux de tête ou un mal de dos. 2 millions d'Américains sont accros à ces pilules, pour une raison que la plupart ignorent, elles sont à base d'opium. Je m'appelle Jason Beeman et je suis responsable du département psychiatrie à l'Université des sciences et médecine d'Oklahoma. Nous, médecins, prêtons serment de ne pas faire de mal. L'un des plus gros problèmes aujourd'hui, c'est que les docteurs n'imaginent pas qu'en prescrivant des opioïdes, ils peuvent justement causer plus de mal que de bien. Nous l'avons constaté dans beaucoup de cas. À l'origine, à quoi sert un opioïde ? Les opioïdes ont été conçus pour soulager les malades du cancer. Un cancer en phase terminale peut causer de terribles douleurs. Mais de nos jours, on les utilise pour tout et n'importe quoi. Ces cachets s'appellent hydrocodone, Percocet, Oxycontin ou fentanyl. Tous ces médicaments vendus légalement ont le même composant qu'une drogue dure, l'héroïne. Et sont même parfois jusqu'à 1000 fois plus concentrés en opium. Le composé opioïde provient d'une plante, le pavot, dont on extrait l'opium. Ces plantes sont cultivées surtout en Asie. De là, elles sont importées aux États-Unis par des compagnies pharmaceutiques. Mais la différence avec fumer de l'opium, c'est que la même dose est concentrée dans une toute petite pilule. C'est pour ça que ces médicaments sont bien plus forts. Aux États-Unis, il est interdit de fumer de l'opium depuis les années 1900. Mais vous pouvez recevoir une ordonnance pour des antidouleurs. Avec une prescription de 3 jours, il y a 13% de chances que vous en preniez encore 1 an plus tard. Donc juste quelques pilules suffisent pour devenir dépendant. À gauche, une dose mortelle d'héroïne. À droite, l'équivalent sur 2 échantillons d'opioïdes. Today you will know you did something for your pain. Talk to your doctor. Ne plus souffrir de rien est devenu un accord tacite entre médecins et patients. Mais à quel prix ? Ces médicaments sont des bombes à retardement. Qui en a conscience ? Le docteur Nichols le savait-elle ? A wrongful death lawsuit is filed today against a Midwest City doctor. Reagan Nichols is already accused of prescribing a massive amount of opioids to 5 patients who later died. But then when I heard that there was 4 other deaths, then I started thinking, uh-oh. Good evening, a Midwest City doctor behind bars tonight. 3 million doses. That's the United Narcotics Investigators say Dr. Reagan Nichols prescribed since 2010. J'ai été très heureux lors de son arrestation. Je regardais ça à la télévision et j'étais content que ça arrive. Mais d'un autre côté, c'était triste, parce que c'est un médecin. À combien de personnes a-t-elle fait du mal? Je ne sais pas. Puis tu deviens fou, tu deviens fou. Je suis devenu fou parce qu'elle a pris la vie de ma fille. Lisa et Eddie ont passé leur vie entière dans cette maison. C'est là que leur fille Chelsea est née il y a 21 ans. Là qu'elle s'est éteinte d'une overdose d'antidouleurs en 2013. Leur histoire est celle d'une famille sous antalgique murée dans le secret et la honte de l'addiction. Elle a eu 4 opérations du dos. Le docteur Nichols était le médecin de Lisa depuis 7 ans. C'est elle qui d'abord est tombée dans le piège des opioïdes. Quand je suis allée la consulter la première fois, j'ai pensé qu'elle était bien. Le docteur Nichols m'a prescrit des antidouleurs pour mon dos, mais au fil du temps, votre corps s'habitue à ces médicaments et ça ne fonctionne plus.
Au début, un seul comprimé suffit. Et puis vous devez en prendre 2, puis 3, parce que la douleur est terrible. Les doses augmentent, et c'est un cercle vicieux parce que vous avez besoin de prendre ce médicament, et en même temps, vous ne voulez pas en prendre autant, mais c'est impossible. Je ne pouvais même plus aller travailler si je ne prenais pas mes pilules. Sa propre addiction, Lisa la cache. Elle ignore que sa fille en fait de même. Depuis 3 ans, Chelsea est atteinte d'un diabète qui lui cause des douleurs musculaires. Elle consulte à son tour le docteur Nichols. J'ai demandé au docteur Nichols quelle quantité de médicaments exactement elle prescrivait à Chelsea. Et elle m'a répondu que Chelsea était une adulte et que son dossier médical était confidentiel. En revanche, elle voulait bien me parler de son diabète, mais pas du traitement qu'elle lui donnait. Je lui ai fait confiance. Je lui ai confié ma fille. Et aujourd'hui, je me sens tellement coupable. Car Chelsea ne serait jamais allée la voir. J'ai rencontré ce médecin plus d'une fois. Plusieurs fois même à l'hôpital. Je la trouvais bienveillante. C'est ce que je pensais quand je l'écoutais. Je lui posais des questions car moi, je n'y connais rien. Peut-être qu'elle a fait ça pour l'argent, peut-être que c'est l'appât du gain qui l'a transformée. Parce que je suis certain qu'au départ, elle a choisi de devenir docteur pour aider les gens. J'ai rencontré le docteur Nichols il y a presque 1 an. Je pense qu'elle a bon cœur. Elle veut aider les gens. Elle peut paraître un peu bizarre, mais elle a très bon fond. Je m'appelle Tommy Adler. Je suis avocat pénaliste à Oklahoma City. Mon cabinet représente le docteur Nichols et je l'apprécie vraiment. Ça arrive à n'importe quel docteur que des patients décèdent. Accuser un médecin de négligence ou d'imprudence alors qu'il est pour nous évident qu'elle prenait soin d'eux, c'est un gros risque que prend l'État d'Oklahoma. Ça met les médecins en première ligne. Il s'agit de gens instables. Ces gens ont délibérément abusé des choses auxquelles ils avaient accès. Ce n'est pas la quantité prescrite par le docteur Nichols qui les a tués, mais celle qu'ils ont eux-mêmes décidé de prendre. La ligne de défense est fixée, déplacer l'ombre des responsabilités. Le docteur Nichols serait une professionnelle irréprochable trompée par des toxicomanes. Et elle n'aurait jamais eu conscience que ses patients couraient un danger quelconque. Aujourd'hui, à Oklahoma City, l'addiction des habitants est présente à tout coin de rue. L'Amérique en est arrivée là parce que nous sommes le pays le plus médicamenté au monde. Nous sommes une nation fast-food, de solutions rapides. De suite, tu te sens mal? Tiens, une pilule. Un bobo? Tiens, une pilule. T'es impuissant? Hop, une pilule. Tout ça est disponible là, chez ton médecin. Mais la douleur, ça a du bon. La douleur, ça te rappelle qu'on est vivant. Jake était dépendant aux opioïdes. Il est arrivé dans ce centre en tant que patient. Depuis, il en a pris la tête pour sauver d'autres hommes comme lui. Tous s'apprennent ici à vivre sans antidouleur. Ce ranch privé offre 30 places à l'année mais reçoit 40 demandes par jour. À 21 ans, Kyle entre pour la première fois en cure. Hey, mon ami, comment ça va? Bien, et vous? Super, comment tu te sens? Ça va mieux. D'accord. Tu es resté sobre? Ouais. Ok, cool. Tu te sens prêt? Faisons rentrer ta mère à l'intérieur et ensuite on commencera.
Ok, après vous. Kyle est diplômé et père d'un petit garçon, un jeune homme sans histoire. Mais il y a 4 ans, il est devenu dépendant aux opioïdes, puis à l'héroïne. Opioïdes, dont héroïne, oxycontin. Rien d'autre? Non? Ok. C'est ta première cure? Oui. Comment vous vous sentez? À fleur de peau. Je sais, c'est émouvant pour tout le monde. Elle attend que son fils soit comme avant. Tu vas voir un vrai changement au bout de 30 jours. Pas avant. C'est une question de vie ou de mort. Il y a 3 façons de t'en sortir. Devenir sobre, et c'est ce qu'on souhaite. La prison, si tu as de la chance. La 3e, c'est de finir 6 pieds sous terre. Je ne sais pas comment le dire, mais je suis à bout. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est trop. Je l'aime vraiment, mais je préfère ne plus le voir que de vivre avec ce monstre. Tu pars? Je t'aime. Je t'aime aussi. Je vous promets qu'on prendra soin de lui. Kyle a 90 jours pour apprendre à vivre sans opioïdes. Un de mes amis est décédé. C'était l'un de mes meilleurs amis. Et après cela, mes potes et moi étions en état de choc. Alors on a pris ces pilules. Nous étions si stressés. On tentait de retenir nos larmes. Mais ces pilules, ça stoppait net notre douleur. Je pense que c'est comme ça que je suis devenu accro. C'était pour bloquer cette douleur en moi. Ça me faisait me sentir bien, ça me faisait oublier, et ça m'a vraiment aidé à surmonter des choses. Je savais que j'en dépendais. C'était comme ma petite copine, comme une histoire d'amour. Et puis après, la descente a commencé. En 1 an, plein de mauvaises choses me sont arrivées. J'ai perdu ma famille, mais ça n'a pas suffi à me faire réagir. Mentalement, j'étais proche du suicide. Ces cachets créent des monstres. Je ne pense pas que ça devrait être légal. Comme l'addiction au tabac, la dangerosité des opioïdes a été cachée. Il aura fallu 20 ans pour que l'État se décide à agir pour des raisons financières. Nous avons engagé une action en justice contre Purdue Pharma, Allergan, Sufolan et Johnson Pharmaceutical. Nous avons rassemblé ces plaintes parce que nous pensons que ces entreprises sont responsables de la situation déchirante et tragique que traverse l'Oklahoma. Nos habitants deviennent dépendants ou décèdent à cause de cette épidémie d'opioïdes. Il est le représentant de la loi en Oklahoma et le premier du pays à entrer en guerre. Le procureur Mike Hunter accuse publiquement des compagnies pharmaceutiques d'être à l'origine de l'épidémie. Pour tenter d'en rapporter la preuve, il s'est entouré d'une équipe qui mène l'enquête depuis 1 an.
Je m'appelle Reggie Whitten, je suis avocat à Oklahoma City. Je m'appelle Michael Burrage, je suis avocat en Oklahoma. Tu as consulté ce livre? Le procureur Hunter a engagé mon cabinet d'avocats Whitten & Burrage pour représenter l'État d'Oklahoma et tenter de récupérer tout ce que l'épidémie d'opioïdes a coûté ici. Nous devrions prendre cette personne en expert. Je pense que nous allons prouver que 80% de tous les crimes commis dans l'État d'Oklahoma sont directement causés par cette épidémie d'opioïdes. Nos prisons sont surpeuplées à cause de ça. La perte de productivité des contribuables coûte de l'argent à l'État. Je suis impatient de commencer cette première bataille. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? C'est vraiment incroyable. Leurs estimations chiffrent le coût de l'épidémie en Oklahoma à 7 milliards de dollars. L'audience, historique, doit avoir lieu dans quelques jours. Aujourd'hui, Reggie Whitten va expliquer ses motivations à quelques étudiants car ce combat est avant tout personnel. Mon associé Reggie est impliqué dans la lutte contre la dépendance aux opioïdes depuis la mort de son fils Brandon. J'ai une nièce qui en est morte aussi. Et lorsque le procureur général nous a demandé de représenter l'État dans cette affaire, je pense qu'il savait que nous étions tous deux directement affectés par l'épidémie. Nous allons parler aux athlètes de première année de l'Université d'Oklahoma. Je vais leur raconter l'histoire de mon fils Brandon et la puissance de cette addiction, sa dangerosité, et peut-être sauver la vie de quelqu'un. Bonjour à tous. Je pense que j'ai eu l'occasion de serrer la main de presque tout le monde quand vous êtes entrés. J'ai essayé de deviner quel sport vous pratiquez. C'est difficile de le savoir par rapport à votre taille, mais merci d'être venus. Je vous présente Brandon. Il ne ressemble pas plus à un toxicomane que vous. Brandon n'est pas là aujourd'hui, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Là, c'est moi lorsque j'étais à la fac avec mon garçon, j'avais plus de cheveux. Brandon est un enfant vraiment mignon. Brandon, son plan, c'était d'aller à l'université, de jouer au football américain. Ce qu'il a fait. Il a été pris dans le championnat avec une équipe professionnelle. Il s'est blessé. Et le médicament qui a mis fin à sa vie était un opioïde. Ça ne venait pas de la rue, ça venait d'une pharmacie. Je lui ai juste dit d'arrêter de prendre ces pilules. J'ai découvert que ce n'était pas si facile. J'ai découvert que c'était comme dire à un diabétique de faire preuve de plus de volonté pour arrêter l'insuline. Tu ne peux pas, c'est complètement fou. Je ne lui ai jamais parlé de dépendance. Je ne l'ai jamais prévenu. Et maintenant, je me sens coupable. Et je dois vivre avec. J'ai donc créé une fondation qui se nomme « Lutter contre l'addiction par l'éducation ». Parce que je pense que l'éducation est la clé du problème. Quand je raconte mon histoire dans les écoles, ça devient si silencieux que vous pouvez entendre une mouche voler. Ce n'est pas moi qui les intéresse, c'est Brandon. Je montre des photos de lui, c'était l'un des leurs, juste un gamin ordinaire. Et si un enfant banal comme Brandon peut finir ainsi, ça peut arriver à n'importe qui. C'est la vérité. Les pilules vendues par les grands groupes pharmaceutiques sont essentiellement des pilules d'héroïne. La plupart des gens ne le savent pas, mais ces opioïdes sont la même chose que l'héroïne. C'est ça la clé, dire aux patients que ces pilules ne sont pas addictives. C'est ça qui les tue. Merci d'avoir été un si bon public et j'espère que certaines informations que je vous ai données aujourd'hui pourront vous aider.
help you in a good way. Le fils de Reggie n'est jamais parvenu à décrocher. Pour l'homme de loi, il y aurait un responsable à son malheur, le laboratoire Purdue Pharma. En 1996, quelque chose de différent s'est produit. Une entreprise appelée Purdue Pharmaceutical a mis au point un médicament appelé OxyContin. Elle a lancé un mythe en déclarant publiquement que les opioïdes étaient rarement addictifs. Peut-être seulement dans 1% des cas, on pouvait devenir dépendant à un opioïde. Mais c'était faux à l'époque et ça l'est toujours. C'était une déclaration mensongère. D'autres entreprises en ont profité pour prendre le train en marche et se faire de l'argent. Le mensonge s'est répandu, le faux marketing aussi. Ils sont coupables d'avoir menti à propos de ces médicaments. C'est eux qui ont causé cette épidémie. J'y crois profondément. En 1996, la toute première campagne promotionnelle pour un opioïde est lancée. Nous avons retrouvé cette publicité. We doctors were wrong in thinking that opioids can't be used long term. They can be and they should be. We used to think they'd stop working, or the patients would become addicts, or they'd be sedated into inactivity. These 6 cases show how wrong those views were. Dans ce petit film, il est certifié que l'OxyContin ne comporte aucun risque d'addiction malgré sa forte concentration en opium. Pour y croire, un vrai docteur et de vrais patients témoignent. Tous assurent que ce traitement pourtant réservé aux malades en phase terminale de cancer peut s'utiliser sans danger pour des douleurs banales. I got my life back now. Now I can enjoy every day that I live. I can really enjoy myself. Since I've been on this new pain medication, I have not missed one day of work. This medication does not turn you into a zombie. It has turned me into an active person again. Alors que l'addiction est le premier risque connu d'un opioïde, les chiffres avancés par Purdue Pharma ne reposent sur aucune étude scientifique. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Dès 1998, des médecins déclarent observer des dépendances chez leurs patients. Pourtant, dans cette note interne, le laboratoire continue d'encourager ses représentants à vendre à tout prix cette pilule miracle, à renfort de primes et de gadgets en tout genre. En 5 ans, l'OxyContin passe de 600 000 ordonnances par an à plus de 6 millions. Aujourd'hui, Purdue Pharma est le premier accusé dans la plainte déposée par l'État d'Oklahoma. Pour tenter de prouver sa responsabilité, le cabinet s'appuie sur le Dr Kolodny. Il est directeur du centre de recherche sur les opioïdes créé au pic de la crise. Au cours des 6 premières années de mise sur le marché de l'OxyContin, Purdue a parrainé 20 000 programmes éducatifs à travers les États-Unis. Ils ont donné de l'argent à des lobbies pour plaider en faveur des opioïdes. Des organismes hospitaliers ont reçu de l'argent. Des syndicats de médecins qui réglementent la profession ont reçu de l'argent. Tout le corps médical a reçu l'ordre de prescrire plus. Le lobby des opioïdes, les fabricants et distributeurs ont dépensé 880 millions de dollars sur une période de 10 ans pour bloquer toute tentative de régulation visant à prescrire plus prudemment. C'est 8 fois plus que ce que dépense le lobby des armes à feu pour bloquer les réglementations. Les fabricants d'opioïdes dépensent plus d'argent que celui des armes à feu aux États-Unis. Le mensonge se répand, se propage d'année en année. Et pendant ce temps-là, l'épidémie prend ses racines. L'addiction de millions d'Américains se tapit dans l'ombre avant d'exploser au grand jour.
Les États en rouge sont ceux où un grand nombre de personnes sont traitées pour dépendance aux opioïdes. Ça, c'est en 99, 2001, 2003, 2005, 2007 et 2009. Vous pouvez voir que dans absolument tous les États, nous observons une très forte augmentation du nombre de personnes cherchant un traitement contre la dépendance aux opioïdes pris sur ordonnance. Les grandes compagnies comme Purdue Pharma étaient au courant que ces pilules étaient dangereuses? Bien sûr. Qu'elles créaient une dépendance? Bien sûr. Pouvaient tuer des gens? Bien sûr. Ils le savaient avant même de sortir leurs médicaments et même quand il a commencé à être prescrit, il était clair très rapidement que ça pouvait causer un problème de santé publique. Il y avait donc des preuves accablantes que le produit qui les rendait riches tuait des gens. Nous avons voulu retrouver les patients qui témoignaient dans cette publicité. Johnny est décédé en 2008 d'un accident lié à l'Oxycontin. Sa femme nous a confié qu'il était devenu dépendant. Lauren, dépendante durant des années, s'en est sortie aujourd'hui. Ira, dépendant lui aussi, a été retrouvé mort d'un arrêt cardiaque, une overdose. 3 patients sur 6 étaient devenus accros. Quant au docteur qui apparaît dans le film, voici sa réponse. J'ai été bien trop déçu par les médias. Tout ce que j'ai pu déclarer jusqu'à présent a été déformé ou monté de telle manière qu'on m'a fait dire l'opposé de ce que je souhaite exprimer. It's not acceptable to say, I don't believe in using strong pain medications for chronic pain. We need to stop saying this. Mon Père, merci pour ce repas. Nous t'aimons tellement. Dis à Chelsea que nous l'aimons protéger notre famille. Jésus-Christ est dans nos prières. Amen. Chelsea et moi venions souvent ici. J'ai toujours l'impression qu'elle est là avec moi. Je sens sa présence ici, ça me fait du bien. C'est très difficile pour nous, tous les jours c'est une épreuve. Les gens nous disent qu'il faut passer à autre chose, mais comment on fait ça? Le temps ne guérit pas tous les maux, c'est faux. Si c'était arrivé à une personne, d'accord, c'est une erreur. Mais là, c'est 5 personnes. Ce n'est clairement pas un accident. Je ne sais pas ce que le docteur Nicole savait dans la tête, je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment le savoir. Comment pouvait-elle croire qu'elle nous aidait? Chelsea avait 21 ans lorsqu'elle est décédée. C'est aussi l'âge de Kyle, qui lutte toujours pour la vie. Kyle a entamé ses premiers jours de thérapie au centre. Pour combattre cette addiction, seule la parole fait ici figure de remède. Bon alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, et notamment ce matin. Chacun de nous, moi y compris, on est arrivé au centre parce qu'on a un rapport particulier avec les opioïdes. Plusieurs personnes présentes ici sont des sportifs de haut niveau. Ils se sont blessés et c'est comme ça qu'ils ont pris des opioïdes. Lorsqu'ils prennent ces opioïdes, non seulement ils se sentent mieux physiquement, mais aussi émotionnellement. Alors, qu'est-ce que les opioïdes vous apportent? J'avais l'impression d'être une meilleure personne. Je restais enfermé à la maison toute la journée et dès que je me droguais, je pouvais aller où je voulais et faire ce que je voulais. J'ai une question difficile. Qui utilisait des seringues? Tout le monde ici fait face au même problème et je me reconnais dans beaucoup d'histoires qui sont racontées ici. Je suis content de ne pas être seul. Je ne me sens plus seul désormais. Ça m'aide beaucoup.
Au jour 15 de son traitement, Kyle a replongé. Un des patients a réussi à faire entrer de l'héroïne dans le centre. Il n'a pas résisté. Après cette rechute, il a été envoyé dans cet établissement. Placé sous haute surveillance, loin de sa famille et de son fils, il se soigne avant de pouvoir revenir au ranch. Okay, you ready? Yeah. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for this day. Lord, we thank you for this food we're about to receive. We thank you for them. Ça fait 4 ans non-stop que je me drogue et que je n'arrive pas à arrêter. C'est extrêmement addictif. Pourquoi c'est si dur d'arrêter? Ça vous fait mal? Je dirais que quand je suis sobre, je ressens des émotions et c'est dur à gérer. Avec les opioïdes, tu te drogues et tout s'efface. Back door. C'est Kyle. Hey mon bébé, comment vas-tu? Bien, j'étais à l'église. Tu es allé à l'église ce matin? Oui, et je suis resté au centre pour regarder un film. Oh, okay. Il est presque midi, donc je vais déposer ton fils et venir te voir. Comme ça, tu vas pouvoir passer du temps avec lui. Ok, super. Je t'aime et passez une belle journée. Ok, je t'aime aussi. On se rappelle plus tard. Okay, bye. Il va beaucoup mieux. Sa relation avec moi, sa relation avec son frère et sa relation avec son fils. Kyle a brûlé tous les ponts. Même si à la fin c'est lui qui souffre le plus. C'est toujours à nous d'être là pour lui. Et parfois, il y a des moments où on ne veut plus l'être. Donc, il faut mettre nos émotions de côté pour le soutenir. Je pense que le plus difficile dans tout ça, au-delà de la colère, c'est de savoir que tous ces laboratoires savent ce que font ces drogues. Mais ils ne disent rien. Ils disent oui, nos pilules aident les gens, alors qu'en fait, elles ruinent des vies entières. La dernière fois qu'on a eu des opioïdes à la maison, c'était après mon opération l'année dernière. On les a cachés. Ah, on les a cachés. Ma mère ne me laissait pas prendre mes cachets. J'avais si peur. Et c'est ce qui est arrivé. Ils m'ont prescrit exactement le même truc que mon frère, qui est devenu accro à Oxycontin. L'Oxycontin. Le nom de russe est Roxy. Ça vous donne exactement le même effet que l'héroïne. Et selon mon frère, c'est même encore plus addictif. C'était pour une intervention chirurgicale, mais j'ai paniqué. J'ai dit non, tu ne peux pas prendre ces médicaments. On venait de lui enlever son appendice. Il en avait besoin. Mais même s'il avait mal, j'ai refusé de lui donner. Parce que je n'allais pas revivre ça. Comme la famille de Kyle, les États-Unis sont à un moment de prise de conscience, avec cette volonté d'inverser un mouvement, d'endiguer l'épidémie. À l'université d'Oklahoma, une alliance inédite et combative se forme. Le chercheur Andrew Colony, l'avocat Reggie Whitten et le médecin Jason Beeman. Tous se sont réunis pour établir un plan d'attaque commun contre les laboratoires. Merci d'applaudir le docteur Jason Beeman. Le docteur Beeman a créé la toute première formation universitaire du pays sur l'addiction aux antidouleurs. Faisons en sorte que tous les prescripteurs, qu'ils soient dentistes, médecins ou vétérinaires, soient informés sur le champ.
Nous pensons que nous devons faire encore plus pour réduire le nombre d'opioïdes prescrits par tous les moyens possibles. Je pense que la meilleure réponse, c'est que les médecins qui obtiennent leur diplôme aujourd'hui ne prescrivent plus d'opioïdes. Nous avons noté une baisse de plus de 20% des prescriptions en Oklahoma au cours des 2 dernières années. Mes étudiants en médecine ne seront jamais impliqués dans ce comportement de surprescription. Certains médecins ont sciemment contribué à ce problème. Ils y ont vu l'opportunité de gagner de l'argent et ils ont suivi. Mais c'est une minorité. La justice d'Oklahoma travaille elle aussi à stopper les responsables. En tête de liste, une des familles les plus riches du pays, celle qui a fondé et contrôle l'empire Purdue Pharma. Je veux vous montrer ce qui est dit dans le magazine Forbes sur la famille Sackler en 2015. Leur fortune est ici estimée à 14 milliards de dollars. Ils font partie des familles les plus riches des États-Unis. Depuis sa mise sur le marché, les ventes de l'Oxycontin ont atteint 35 milliards de dollars. Le laboratoire Purdue Pharma a été acheté en 1952 par les frères Sackler, des médecins. Jusqu'alors, leur nom était inconnu du grand public. Aujourd'hui, ils sont milliardaires et très appréciés des amateurs d'art. La dynastie s'est fait connaître en tant que mécène du musée du Louvre et du Guggenheim. Mais sans que jamais personne ne fasse le lien entre leur fortune et ce laboratoire pharmaceutique. Michael Burrage entend révéler sa vérité. Vous pensez qu'ils savaient ce qu'ils faisaient? Bien sûr qu'ils savaient. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont même déjà été condamnés pénalement pour escroquerie et publicité mensongère pour l'Oxycontin. Ça montre bien qu'ils savaient qu'ils gagnaient des milliards de dollars en détruisant des vies, mais qu'ils s'en fichaient royalement. En 2007, l'entreprise a plaidé coupable face aux accusations fédérales de publicité mensongère. Condamnés, les Sackler ont réglé une amende de 635 millions de dollars, tout en continuant à commercialiser leur opioïde. Les Sackler n'auraient jamais pu commercialiser ce produit sans l'accord d'un organisme gouvernemental. La FDA est chargée de contrôler et réguler tout médicament mis sur le marché. Elle a validé l'usage de l'Oxycontin comme antidouleur sans aucun problème. Certains des responsables de la FDA impliqués dans la réglementation de ce médicament ont depuis quitté la FDA et occupent des emplois très bien rémunérés chez Purdue Pharma et d'autres sociétés pharmaceutiques. Nous, on appelle ça un renvoi d'ascenseur. Je pense que la FDA aurait dû comprendre plus tôt ce qui se passait. Parmi les membres de la commission de l'époque, beaucoup sont toujours en place. Et plutôt que de dire « nous avons commis une terrible erreur, nous devons changer nos règles », ils n'ont rien fait du tout et ils continuent d'approuver plus d'opioïdes. C'est un grand jour en Oklahoma. Les équipes du procureur affrontent les avocats des 4 laboratoires cités dans la plainte. Un juge doit décider si les éléments sont suffisants pour l'ouverture d'un procès. Purdue Pharmaceutical, Teven, Activen, Johnson & Johnson. Nous poursuivons en justice les laboratoires qui ont trempé dans ce business en Oklahoma et menti sur le marketing. Mon but, c'est que la vérité éclate. Je souhaite vraiment que cette plainte soit reçue. Il y a d'énormes quantités d'argent en jeu. Leurs avocats ont fait savoir qu'ils se battraient jusqu'au bout pour montrer qu'ils n'ont aucune responsabilité là-dedans. Ils vont sûrement blâmer les médecins et des gens comme mon fils qui sont tombés malades. Nous sommes une équipe de 20 avocats à travailler sur ce dossier. Mais eux, ils peuvent dépenser des milliards pour leur défense, des milliards en avocats. Ils n'ont pas de limite. Ils peuvent payer qui ils veulent. Ils ont fait venir des avocats de la côte Est à l'autre bout du pays et ils essaient de gagner du temps. Il aura fallu des années d'enquête et d'audience pour que le cours de l'histoire change. Mais l'heure des comptes a sonné. Pour la première fois, 4 laboratoires seront jugés en tant que responsables de la crise. Les avocats ont gagné. Longue journée. Je pense qu'ils voudraient qu'on arrête tout et qu'on s'en aille, mais pas question. On attend avec impatience le procès en mai 2019.
Nous allons y aller et on verra bien qui gagnera. Nous sommes confiants. J'y crois au plus profond de moi. J'ai hâte d'y être. Nous sommes le premier État du pays à obtenir un procès. Nous avons reçu des appels de partout. Nous avons créé un précédent et je pense que nous allons changer l'histoire. J'espère dans le bon sens. Les avocats des 4 compagnies pharmaceutiques nous ont évités. Malgré nos demandes, pour le moment, aucun d'entre eux n'a accepté de nous rencontrer. Ils avaient le sourire malgré tout. Ça vous fait quoi? Je vous invite à revenir pour le procès. On verra s'ils ont encore envie de sourire. Ça, c'est bien envoyé. I faced a mountain that I never faced before, and that's why I'm calling on you, Lord. And I know it's been a long time since you've heard my voice, but please, Lord. J'ai toujours peur de replonger. C'est ma plus grande peur aujourd'hui. Je prie pour que ça ne se produise pas. Kyle a réintégré le ranch depuis 3 mois. Sa cure s'achève. Il doit désormais partir, trouver un autre quotidien où les antidouleurs n'existent pas. Maintenant, je suis sobre. Je ne prends plus rien et je me sens mieux. Plus confiant. Même mon corps ne me fait plus mal. Je me sens bien. And sometimes it takes a mountain. Sometimes it's a troubled sea. And sometimes it takes a desert for you to get a hold of me. J'ai écrit cette lettre à mon fils. Fils, c'est papa. J'ai passé quelques années dans un état misérable, et ça me fait mal. Et malheureusement, je sais que tu en as aussi subi les conséquences. Je suis maintenant dans un endroit sûr, et j'apprends à m'aider moi-même. Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Tu me manques tellement. C'est pour ça que j'écris cette lettre. À cause de cette addiction, je ne suis pas l'homme que je voulais être. Même pas une seconde. Je déteste ça autant que toi. Je ne veux pas que tu supportes ça plus longtemps. Je te promets, papa est de retour. Maintenant, je serai à tes côtés. Tu vas m'enrouler autour de tes petits doigts. S'il te plaît, pardonne-moi. Ton papa qui t'aime. Après sa sortie du ranch, Cal s'est installé quelque temps chez sa mère. Aujourd'hui, il a trouvé un travail et loue un appartement où il peut recevoir son fils. Chaque jour est une bataille. C'est l'ultime affrontement. Celui qui doit décider du sort du docteur Nichols. Son avocat a requis l'annulation des charges. L'État d'Oklahoma demande son renvoi devant une cour d'assises pour meurtre. Je pense qu'elle a agi avec une imprudence considérable. Donc mon but, c'est de déposer une motion pour permettre à la Cour d'entendre d'autres familles qui ont perdu un proche. Comme ça, le jury pourra voir l'ampleur de ces actes. Votre fille avait 20 ans quand elle est morte. Légalement, ce traitement ne peut pas être donné à une personne de moins de 21 ans, surtout diabétique. Je pense que l'accusation a échoué, a prouvé qu'il s'agissait de meurtre. La loi est très claire pour déterminer s'il s'agit d'un meurtre ou pas. Franchement, il y a des cas de médecins contre lesquels il y a des preuves bien plus évidentes. Je suis certain que le juge va entendre nos arguments et qu'il va rejeter les plaintes. Vous êtes confiant pour aujourd'hui ? Absolument. Vous attendez le docteur Nichols ? Elle ne devrait pas tarder.
Et est-ce qu'on pourra lui poser quelques questions? Oui, dès que l'affaire est annulée. Tout au long de l'audience, le docteur Nichols a semblé détaché des événements. Le regard perdu, elle n'a pas pris la parole. Elle ne s'est jamais exprimée sur l'affaire. Le juge est en train de rendre son verdict. Le docteur Nichols sera bien jugé pour meurtre. C'est une décision exceptionnelle prise par la justice américaine. Le procès doit se tenir 1 an plus tard. D'ici là, elle n'a plus le droit d'exercer la médecine. Le docteur Nichols et son avocat ont décidé de plaider non coupable. C'est une victoire. Elle va devoir se présenter devant la cour et répondre de ses actes. Elle va faire face à un jury. Je sais que le juge a proposé de retenir l'homicide involontaire, mais au moins, il n'a pas annulé l'affaire. Elle mérite vraiment d'aller s'expliquer devant un jury. Et on verra bien ce qui lui arrivera. Ma fille mérite cela. Certes, des médecins ont prescrit ces pilules à tout va, mais c'est aujourd'hui qu'on apprend qu'elles sont dangereuses. Ce n'était pas le cas à l'époque. Ma cliente a fait de son mieux pour traiter ses patients avec la connaissance médicale qu'elle avait à ce moment-là. Love you. Je t'aime. Daddy loves you. Ton papa t'aime, tu me manques. I miss you. Tu me manques, I miss tu you. m'entends? You hear me? I believe Je you pense hear que me. tu m'entends. Love you, Je t'aime, Chelsea. Chelsea. I miss her. Elle me manque. I miss her. C'est difficile à expliquer, mais je peux sourire aujourd'hui parce que ça va aider à sauver des gens. She's helping somebody else. Yeah. So that's what I see through it. Quant au docteur, si elle m'entend, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que je dois lui pardonner. I do. I have to forgive. Depuis cette affaire, des dizaines de médecins américains font l'objet de plaintes et de procédures judiciaires pour surprescription d'opioïdes. « 27 États attaquent ces laboratoires pour qu'ils remboursent les pertes financières dues à la dépendance de millions d'Américains. L'entreprise Purdue Pharma cherche désormais de nouveaux clients pour son opioïde. Elle vient de s'installer en Asie et en Amérique latine. En France, le laboratoire est présent depuis 18 ans. La consommation d'opioïdes progresse elle aussi, à l'insu des patients.